Voilà, bah écoutez, nous allons commencer. Je suis ravi de vous avoir avec nous ce matin pour ce webinaire sur Windows Server 2019. Nous sommes en direct depuis les locaux de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Donc, nous allons parler bien évidemment de la fin du support de Windows Server 2008, 2008 R2 et évidemment des fonctionnalités, des nouveautés qui existent sur Windows Server 2019. Je suis Hervé Chiknagy, formateur commercial pour Microsoft dans la division CDS et aujourd'hui, je suis accompagné par Timothée. Bonjour Timothée. Bonjour, vous pouvez m'appeler Tim si ça sera plus simple. Donc Timothée, notre champion serveur dans la division CDS, donc un profil largement et beaucoup plus technique que le mien. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions autour forcément de la technique. On va essayer de jouer ce webinaire à deux. C'est une des premières fois que l'on joue ce webinaire à deux, donc soyez indulgents sur nos transitions. Voilà, on va tout de suite commencer. Windows Server 2019. Il faut bien évidemment comprendre, et ça vous le savez je pense, puisqu'on a rabâché cette date pendant très très longtemps, mais il est important de la rappeler, la fin du support de Windows Server 2008 et 2008 R2 a eu lieu le 14 janvier 2020, à l'instar de Windows 7, c'est exactement la même date, le 14 janvier 2020. Bien évidemment, ce que ça entraîne forcément plus de mise à jour de sécurité, ça veut dire que nos clients seront potentiellement exposés à des failles de sécurité puisque Microsoft ne proposera plus de patch correctifs, des problèmes de conformité, et là on parle de tout ce qui est normes RGPD, vous le savez, mais aujourd'hui un directeur d'entreprise est responsable pénalement des données qu'il récolte et des données de ses clients essentiellement, et enfin des opportunités manquées. Pourquoi ces opportunités manquées? Parce que vous allez voir qu'entre un Windows Server 2008 et un Windows Server 2019, forcément, la technologie a énormément évolué et ce que propose 2019 est véritablement une révolution, que ce soit sur l'utilisation des conteneurs, de Windows Administration Center, que l'on va aborder pendant cette présentation. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à les inscrire directement sur le chat. Le son n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon? Sinon, Pour moi, ça fonctionne bien. Wassim, fais attention à tes enceintes. Voilà. N'hésitez pas à me dire si le son n'est pas bon. Je vais juste essayer de me rapprocher du micro et le mettre peut-être un peu plus. C'est bon maintenant. C'est mieux comme ça? Super. Donc, si c'est mieux comme ça, merci Wassim. Et donc, les opportunités d'innovation. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me taper vos questions sur le chat. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin de cette présentation. On se réservera un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Il est 11h05. On en a jusqu'à midi à peu près. Donc, vous l'avez compris, cela engendre plusieurs choses. Et pour répondre à cette problématique autour de cette fin de support, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a encore aujourd'hui sur le segment et uniquement sur le segment SMB, plus de 600 000 serveurs qui tournent encore sur Windows Server 2008 ou 2008 R2 ou des versions antérieures. Au total, sur la France, on a 1 million d'unités, un peu plus d'1 million d'unités qui tournent sur Windows Server 2008. Donc, vous l'avez compris, c'est une énorme opportunité business. Si on mélange cette opportunité business avec la fin de support de Windows 7, où on a à peu près 3 millions de postes qui utilisent encore Windows 7, et la fin du support d'Office 2010 qui aura lieu le 13 octobre 2020, où là on a à peu près 2 millions d'utilisateurs sur Office 2010. Vous l'avez compris, aujourd'hui, avec les solutions Microsoft, vous disposez d'opportunités business véritablement très importantes. Je ne vais pas vous détailler ce slide, bien évidemment. Vous connaissez les risques en cas d'interruption d'activité. L'information qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut sensibiliser vos clients que les attaques arrivent quotidiennement. Encore la semaine dernière, vous avez l'entreprise Lee Charmel, donc spécialiste dans la lingerie, qui a déposé, qui est en redressement judiciaire à la suite d'une cyberattaque. La stat qui montre qu'une entreprise sur 5 qui a perdu ses données informatiques à la suite d'un piratage informatique a fait faillite dans les 6 mois qui suivent. Donc, il est vraiment important d'avoir une politique
de sécurisation de ces datas, de ces fichiers véritablement importants, puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est quotidien. On a de plus en plus d'attaques, malware, ransomware, phishing, et il est important d'apporter à nos clients les solutions nécessaires pour se protéger contre ce genre d'attaque. Voilà, comme je vous le disais, hein, c'est l'entreprise Lise Charmel, la semaine dernière, qui a été en redressement judiciaire. Et ça arrive tous les jours, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. On a eu aussi un revendeur assez connu, il y a à peu près un mois, qui a vu son data center dans le Jura complètement shut down. Et du coup, ses clients finaux se sont retrouvés dans la panade pendant 2-3 jours parce qu'ils n'avaient plus accès à leur data. Donc, véritablement important de sensibiliser nos clients là-dessus. Après, et ça, on va le voir plus à fond hein, pendant la présentation, aujourd'hui, le marché va vers ce qu'on appelle le cloud hybride. Bien évidemment, c'est une stratégie qui adopte de plus en plus d'entreprises parce qu'elles associent le meilleur de l'on-prem avec le meilleur des solutions cloud, que ce soit bien évidemment les solutions cloud Microsoft Azure ou des solutions concurrentes. Aujourd'hui, ce que l'on propose à nos clients, tout simplement pour pouvoir, je dirais, être plus up-to-date, 3 solutions se proposent à eux. La possibilité d'upgrader on-prem via des solutions locales avec Windows Server 2019. Comme je vous l'ai dit, et c'est plutôt la tendance du marché, avoir une infrastructure hybride associant le meilleur du cloud ou plus des solutions on-prem, ou alors 100% cloud. Je dois vous avouer que cette option qui a peut-être intéressé quelques entreprises à un moment T, de plus en plus d'entreprises reviennent sur des solutions hybrides et peu d'entre elles sont restées sur des solutions 100% cloud. Et ça, je pense que vous le savez forcément. Aujourd'hui, le constat est le suivant. L'IT subit de plus en plus de stress. Forcément, elle doit faire coexister les systèmes existants. Cela nécessite souvent des solutions sur mesure en ce qui concerne la sécurité, la conformité. Les systèmes sont de plus en plus hétérogènes, donc forcément, pour pouvoir gérer l'interopérabilité entre ces différents systèmes, il faut développer des solutions personnalisées. Du coup, la complexité est grandissante et forcément, ça amène une hausse des coûts et un système, des solutions qui sont de plus en plus rigides. Donc, cela entrave l'évolution de l'entreprise et cela ne permet pas à l'entreprise d'asseoir sa productivité tout au long de son activité. Pour répondre à ces problématiques, Microsoft y répond via 4 piliers: des data centers hybrides uniques. Donc là, encore une fois, on va parler de convergence entre on-prem et cloud. Des capacités de sécurité renforcées, et on va voir sur quels aspects cette sécurité est renforcée, et Timothée nous expliquera tout ça plus en détail. Des innovations plus rapides pour les applications, et là, nous allons parler des conteneurs, des applications containerisées. Vous connaissez sans doute la technologie Docker. Et enfin, des infrastructures hyper convergées, HCI, qui sont la véritable, je dirais, révolution hardware sur le marché des infrastructures. Voilà ce que nous disent aujourd'hui nos clients et les services IT pour exprimer leurs besoins d'une meilleure solution hybride. Première interrogation, j'ai besoin d'une reprise après sinistre qui permet d'avoir des services en ligne plus rapidement. J'ai besoin d'un archivage performant pour des quantités massives de données pour des raisons de conformité. Et du côté de l'IT, l'IT ne veut pas tout déplacer vers le cloud en même temps, car c'est difficile de gérer tout ça. Qu'est-ce qu'apportent aujourd'hui les solutions hybrides Microsoft? Est-ce que Timothée, tu peux nous expliquer les différents aspects de cette solution hybride? Oui, bien sûr, Hervé. En fait, la data center est aujourd'hui un concept assez virtuel, dès lors que le data center, c'est toujours le cloud. En fait, on peut aujourd'hui avoir son data center on-prem. Et l'idée de Microsoft avec Windows Server 2019 est de réunir les deux. Donc, avoir son data center unique, je dirais même unifié. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une plateforme locale et une plateforme externe sur le cloud, Windows Server 2019, via ses services hybrides, va pouvoir unifier la plateforme locale
et la plateforme data center en un unique data center. Et ce qui permet en fait de maximiser les investissements, puisqu'on garde le matériel local et on étend notre data center vers le cloud via Azure, ou vice-versa. On n'avait que une plateforme cloud qui coûte quand même assez cher, et du coup, en investissant en local, on pérennise nos investissements et on ne joue que les workloads utiles et publics pour le cloud, ce qui nous permet de réduire les coûts. On va aussi éliminer le besoin de construire des solutions personnalisées, puisque Azure propose de multiples applications, et d'ailleurs, c'est la plus grande plateforme d'applications Microsoft et tierces, comme VMware, Kubernetes, etc. Et donc, au lieu de créer ses propres applications en interne, Azure, la connexion à Azure nous permet d'intégrer très rapidement à notre data center des applications que nous ne possédions pas et qui nous coûtent très cher à développer. Aussi, les applications d'Azure commencent tout simplement par l'Azure AD, qui n'existait pas encore il y a 3-4 ans, ce qui nous permet donc d'étendre notre Active Directory, c'est-à-dire l'annuaire d'une entreprise, vers Azure. Or, aujourd'hui, une entreprise multinationale a besoin d'une identification unifiée. Et du coup, l'Azure AD permet à une société internationale de gérer ses utilisateurs de façon unique via le portail Azure. L'autre fonctionnalité basique, c'est la sauvegarde. Donc, Azure Backup permet une récupération après sinistre, donc le PRA, très rapide, puisque la sauvegarde étant effectuée à l'extérieur, même si tout brûle localement, on est capable de faire jouer notre infrastructure en totalité via des VM sauvegardés sur Azure, la totalité de nos workloads, on-prem ou Azure. Donc, la récupération après sinistre est très rapide. Et donc, il y a aussi le plan de continuité qui permet à une société utilisant Windows Server Recovery de basculer directement vers une infrastructure identique à l'infrastructure locale pratiquement immédiatement, dès lors qu'ils ont le service Azure. Après, le service de migration de stockage permet aux sociétés qui ont encore des versions antérieures à Windows Server 2019 de basculer tout leur stockage vers du Windows Server 2019 en migrant les utilisateurs, en migrant les partages, en migrant les imprimantes, et tout ça en une seule fois, automatiquement. Cette tâche, en tant qu'administrateur, je vous assure que c'est une plaie, parce qu'il fallait passer une journée entière à basculer les datas, en espérant que tout soit passé. Une fois fait, il faut récupérer toutes les sécurités et les permissions, les réappliquer en testant qu'un utilisateur lambda n'a pas accès à un dossier confidentiel, ce qui était très dangereux pour la société au cas où ça ne marchait pas. Et puis aussi toutes les imprimantes. Une imprimante, c'est ni plus ni moins qu'un dossier, un élément partagé. Et si dans l'entreprise, on a des dizaines d'imprimantes à chaque étage, chaque bureau, etc., c'était aussi complexe à migrer. Et là, le service de migration de stockage permet de faire tout ça en une seule fois automatiquement. Il est super pratique. Et après, bien sûr, la nouveauté du Windows Server 2019, contrairement à son prédécesseur, le 2016, c'est qu'il inclut directement les services Azure. Donc, on a une connexion très rapide, sans rien installer de supplémentaire sur le Windows Server 2019, alors que sur un 2016, il fallait installer une extension pour pouvoir se connecter à notre tenant Azure. Voilà, toutes les nouveautés sur du côté hybride du serveur 2019. Ok, donc si je résume ce que tu viens de nous dire, aujourd'hui, Hybrid permet des solutions beaucoup plus scalable, beaucoup plus évolutives et qui correspondent plus à l'activité des entreprises. Et les services associés permettent d'assurer la pérennité de l'entreprise
en disposant aussi de services intégrés nativement à Windows Server 2019. Exactement. C'est tout. Quelle autre nouveauté sur la partie Azure Backup du coup? En fait, Azure Backup est un outil très pratique pour une société qui n'a pas de système de sauvegarde. C'est-à-dire qu'un serveur qui contient des données, lorsqu'il tombe en panne, c'est soit on le récupère comme on peut, on récupère les données, on réapplique les droits, etc. Azure Backup n'est ni plus ni moins qu'une extension du Windows Server 2019 vers Azure et permet à la société qui n'a pas de système de récupération en local de garder à l'extérieur de chez elle. Donc, ça permet non seulement une sauvegarde des données complète d'un serveur, mais en étant à l'extérieur, le problème du sinistre n'existe pas puisque toutes les données sont à l'extérieur. Et il n'y a pas de destruction de données puisque les données sont sauvegardées à l'extérieur. Et dès lors qu'on remonte un serveur en local, on rapatrie les données et tout se passe à merveille puisque toutes les permissions, etc. sont sauvegardées. Je vois sur ce slide qu'on parle de Windows Admin Center. Je pense qu'on va en parler bien évidemment un peu plus longuement par la suite. Mais sachez-le, Windows Admin Center fait aussi partie des grosses révolutions de Windows Server 2019. Mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cette présentation. Là, ce que vous voyez directement sur votre écran, c'est véritablement Windows Administration Center en train de travailler et plus précisément sur ce qu'on appelle le Azure Backup. Donc, on voit le nombre de jobs qui sont en cours, le nombre de points de recouvrement, etc., etc. Donc, ça permet en une seule vue d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur son backup. Et ça, on pourra le voir, bien évidemment. On va le voir un peu plus tard dans la présentation. Alors, je vais juste regarder quand même si on a quelques questions, parce que je sais que cette partie fait en sorte est assez demandeuse en question. Ok, pas pour l'instant, c'est super. On va continuer dans ce cas. On a parlé de la partie hybride de Windows Server 2019. Bien évidemment, et ça vous le savez, mais le nerf de la guerre, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, de plus en plus d'attaques, comme je vous l'ai dit en préambule, ont lieu tous les jours. Ransomware, phishing, malware. Les montants que payent certaines entreprises pour récupérer leurs données, pour pouvoir gérer leur activité, sont véritablement de plus en plus importants. Donc, il est important aujourd'hui, de devancer les nouveaux risques de sécurité avec des solutions qui sont capables d'anticiper les attaques les plus couramment, je dirais, utilisées. Comment faire en sorte que la sécurité des machines virtuelles soit aussi assurée? Parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, perdre ces données à la suite d'un piratage, je dirais, d'une catastrophe naturelle, amène l'entreprise dans une situation périlleuse et peut l'amener justement jusqu'à la faillite. Donc, il est vraiment important d'avoir un renforcement de la sécurité véritablement pur, véritablement très important afin de répondre aux besoins de nos clients. Et ça passe par 3 aspects. Est-ce que Tim, tu peux nous les expliquer? Oui, en fait, une attaque, on peut attaquer de trois façons. On attaque soit les comptes utilisateurs, soit le système d'exploitation en lui-même. Là, aujourd'hui, depuis que les machines virtualisées existent, on peut aussi attaquer les machines virtualisées. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux types de sociétés, ceux qui sont protégés et les autres. Les autres se font attaquer, ils le détectent, mais hélas, entre le moment où l'attaque est préparée et que l'attaque est réussie sur la première machine, là, le slide nous dit qu'il y a 48 heures entre la première machine attaquée et le compte admin. Et vous savez qu'actuellement, un compte admin a les droits sur toutes les machines, tous les serveurs, tous les processus, dont les machines virtuelles. Et il reste 146 jours aux pirates pour tout voler, tout pirater, tout crypter avec des ransomware et laisser les serveurs ou l'infrastructure inexploitable pour l'entreprise. Qu'au bout de 140 jours, 46 jours en moyenne, que la société qui n'est pas protégée ou qui s'est mal protégée découvre que son infrastructure a été compromise et ne peut plus rien faire et fait faillite. Et comment répondre justement à cette problématique? Et donc, Windows Server 2019 a privilégié la sécurisation de ces trois
aspects. Donc, la gestion des identités privilégiées, c'est-à-dire qu'un administrateur aujourd'hui, sur Windows Server 2019, a des droits, mais juste assez de droits. Et juste le temps qu'il faut, just in time, just enough administration. Ça veut dire qu'un administrateur qui a accès à telle ressource a accès à cette ressource à un certain moment et d'une façon très limitée. Ce qui veut dire que l'attaque, même si son compte a été vérolé, a été fait, l'attaque ne peut être faite que durant ce laps de temps, le testing time, où l'administrateur a eu le droit d'y accéder et que sur les ressources qu'il a le droit d'accéder. Après, le système d'exploitation, avec Windows Defender Advanced Threat Protection, ATP pour les intimes, Windows Defender permet non seulement la sécurisation du système comme n'importe quel antivirus existant, sauf qu'il va plus loin grâce à Azure, puisque Azure contient toute la base antivirale que Microsoft a accumulée depuis des années et des années, ce qui représente la plus grosse base antivirale du monde. Et grâce à cette base antivirale et tous les postes déployés, il faut savoir que 92% des PC sont des Windows et que 62% des serveurs sont des Windows serveurs. Donc avec toute cette base et tous les serveurs et ces machines déployées, Microsoft est à même d'anticiper les menaces tout simplement en analysant et en devinant les prochaines attaques suivant le comportement de chaque attaque décelée. C'est-à-dire que la première machine qui a été décelée va avertir le serveur va avertir la base Azure, et si c'est un virus, un vrai virus, tous les autres sont déjà au courant. Donc, si une machine est attaquée, le monde entier est tout de suite au courant. Enfin, tous les utilisateurs Windows sont au courant et donc l'OS se protège par lui-même via cette base. Après, il y a l'exploit guard. L'exploit guard, c'est ce que j'ai expliqué rapidement avant, c'est qu'en fait, avant que une application devienne agressive, Windows Server, Windows Defender est capable d'analyser le code, voir, analyser si c'est potentiellement dangereux ou pas, et si oui, il le bloque. Et c'est à l'administrateur de décider si tel exécutable est dangereux ou pas. Donc, avant qu'on soit infecté, Windows Defender dit stop. Ça s'appelle prévention, préventif, au lieu du curatif avec un antivirus. Parce qu'un antivirus n'analyse que les virus existants et qui trouvent sur la machine. Là, le virus n'est même pas encore arrivé, qu'il est interdit à la machine. Après, la protection des machines virtualisées est effectuée grâce aux machines blindées, aux machines virtuelles blindées. Blindées parce que l'hyperviseur lui-même n'a plus accès à une machine virtuelle si l'administrateur qui gère l'hyperviseur n'a pas accès à la machine blindée. Et par quel processus il crypte Windows Server crypte tout simplement le réseau entre la machine virtuelle et l'hyperviseur. Donc, même si l'administrateur qui gère un hyperviseur peut voir que la machine fonctionne, il ne pourra pas y accéder sans avoir les droits. Et là, du coup, la machine est complètement isolée et fonctionne en mode complètement sécurisé. Tout est protégé. Tous les accès à cette machine sont protégés. Merci Timothée. Donc pour résumer, au niveau de la sécurité, si je l'ai bien compris, 3 éléments. 1 sur les identités privilégiées avec Just in Time et Just Enough. 2, on va sécuriser le système d'exploitation avec Windows Defender, ATP, Advanced Threat Protection et Windows Defender Exploit Guard. Et enfin, on va sécuriser la virtualisation via les machines virtuelles blindées qui ont fait le succès de Windows Server 2016 et la protection du trafic réseau à l'aide de sous-réseaux cryptés. J'ai oublié de signaler que les VM fonctionnent aussi les VM blindés fonctionnaient aussi pour les Linux. Donc, ça veut dire que l'environnement aussi Microsoft s'ouvre aussi de plus en plus et permet une interopérabilité de plus en plus importante avec les autres systèmes.
En fait, Linux, la fonctionnalité Linux est intégrée à Windows Server 2019 maintenant. Très bien. Merci Timothée. On a parlé, vous l'avez compris, hein, d'environnement hybride. Nous avons parlé de sécurité. Qu'en est-il maintenant du travail des développeurs? Comment faire en sorte que les développeurs puissent créer rapidement des applications sans se soucier de l'environnement de production? Comment faire en sorte que ces nouvelles applications tournent sur des serveurs de production, tout, tout en gérant pour l'IT la conformité et la sécurité lorsque justement ces développeurs déploient du code continuellement et du nouveau code continuellement? Quelles sont les réponses qu'on peut apporter aujourd'hui à nos utilisateurs pour avoir des innovations plus rapides sur leur développement d'applications? Écoute, Hervé, en fait, moi, je suis administrateur de formation, sauf que par passion, je suis aussi développeur. Et quand j'étais administrateur, mon métier était de fournir aux développeurs une plateforme sur laquelle ils pouvaient développer leurs applications. C'est-à-dire que une plateforme se compose soit d'un OS, Linux, Windows, soit d'une plateforme .NET, je ne sais pas si tous ces termes vous comprenez, hein, d'une plateforme PHP, etc. Et en fait, le fait que l'application tourne sur une plateforme ne veut pas dire qu'elle tourne sur toute plateforme. Et le problème arrive dès lors que le développeur veut faire une version pour une autre plateforme. Donc, moi, administrateur, je suis obligé de rajouter une couche supplémentaire à son environnement pour lui permettre de développer pour une autre plateforme. Mais ça ne suffisait pas, etc. Et donc, on renvoyait la balle entre développeur et administrateur, dev pour développeur, ops pour opérationnel. Et un jour, Docker, enfin, ce n'est pas Docker qui l'a inventé, mais Docker a repris la notion de conteneur et a réinventé son utilisation en créant un gestionnaire de conteneurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conteneur? Un conteneur, c'est, comme son nom l'indique, c'est une grosse boîte dans laquelle on met des applications, des systèmes, des drivers, etc., des pilotes, pour faire fonctionner une application. Donc, ce conteneur-là, comme un conteneur, peut aller sur un train, peut aller sur un bateau, peut aller sur un camion et arriver à destination toujours avec le même contenu. Et c'est ce qui nous intéresse, en fait. En conteneurisant une application, on lui donne toute l'OS qu'il lui faut, la plateforme qu'il lui faut, tous les pilotes, bases de données, etc., qu'il lui faut, et toute l'interface graphique qu'il lui faut, etc. Et quelle que soit la plateforme d'arrivée, eh ben, le résultat sera pareil. Et c'est l'intérêt d'un conteneur. Et donc, aujourd'hui, avec Windows Server 2019, le conteneur est complètement intégré à son OS. Il supporte, via, bien sûr, des services Azure, des applications comme Kubernetes pour gérer justement ces conteneurs, et aussi la plateforme Red Hat OpenShift, qui est une plateforme de développement de conteneurs. Et vous voyez aussi image optimisée pour serveur core et nano serveur. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut inclure carrément un OS dans un conteneur. Et ces versions de serveurs, core et nano, sont destinées à être conteneurisées. Donc, une application qui ne tourne que sur du Windows, développée pour du Windows, sur du .NET, sur du etc., peut être conteneurisée. Et même si sur un Linux, dès lors que le système Docker, en l'occurrence, ou le système Windows Container, là, du coup, dans le cas, Linux joue un Docker, et le Docker va exécuter un conteneur, et même si on est sur du Linux, eh ben, l'application va marcher, alors que c'est une application développée pour Windows. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, les conteneurs Linux sont 100% du coup, supportés par Windows Server 2019, puisque Windows Server 2019 intègre Linux comme OS secondaire. Donc là, on supporte des SSH curl bar, ce sont des protocoles. SSH, c'est ce qui veut dire Secure Shell. C'est le shell le plus utilisé au monde, hein, qui a été développé sur Linux et qui permet d'avoir une ligne de commande sécurisée, cryptée via SSL.
curl, c'est une commande pour récupérer un lien Internet et le transformer en texte. Et normalement, c'est le système de compression. Donc ce sont juste des exemples qui reflètent la largesse des applications que peut intégrer un conteneur. Et bien sûr, Windows Subsystem for Linux, c'est donc ce que je vous parlais. Windows intègre Linux comme sous-système. Voilà. Merci Timothée. Donc, si je résume ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est la première fois où les développeurs et l'IT travaillent, j'ai envie de dire main dans la main, en tous les cas en meilleure intelligence, et ça permet justement donc, de développer plus d'applications, qu'elles soient beaucoup plus agiles, beaucoup plus évolutives, en fait, parce que ce qu'on appelle le works only on my machine, le syndrome que tous les développeurs connaissent quand ils sont en phase de création et de test, eh bien, ils n'ont pas ce syndrome puisqu'ils sont aussi bien sur la phase de création, de test que de production, sur le même environnement, le même outillage. Donc, ils peuvent passer ces étapes d'une manière beaucoup plus transparente. Exactement, c'est pour développer plus vite, mieux et pour toutes les plateformes. C'est vrai qu'aujourd'hui, des sociétés comme Uber, Netflix utilisent ce type de solution. Et à titre informatif, ce genre de société fait 20 à 25 mises à jour de leur application quotidiennement. Et pour nous, utilisateurs, c'est complètement transparent, justement, par le fait qu'on soit en phase de création, production, création, test ou production, on est sur le même environnement. Donc, ça marche, quelle que soit l'image du conteneur sur un paquebot, sur un chemin de fer ou sur un camion est véritablement une image très marquante parce que ça résume parfaitement l'utilisation des conteneurs et des applications containerisées. En plus, en bénéficiant des services Azure, vous allez aussi faire en sorte que vos applications traditionnelles puissent aussi évoluer et profiter des services Azure sur lesquels cette application est associée. Data center performant et évolutif. Aujourd'hui, voilà ce que pose l'IT comme question. Comment faire en sorte que mes opérations d'expansion et de mise à l'échelle soient simplifiées? Comment faire en sorte d'obtenir une vue d'ensemble de la gestion à travers le calcul, le stockage et la mise en réseau? Autrement dit, comment simplifier, je dirais, le travail d'un administrateur IT? Comment faire en sorte qu'il soit plus performant et comment faire en sorte que son infrastructure réseau soit mieux gérée? Oui, en fait, aujourd'hui, les applications comme les conteneurs, Windows Server 2019, Azure, toutes ces innovations et cette technologie a besoin de plus en plus de puissance et de ressources. Et comment on peut faire qu'un data center puisse évoluer et soit très, très performant et soit solide, on a inventé l'hyperconvergence pour permettre justement cette scalabilité, cette performance hors pair et surtout la gestion beaucoup plus compliquée puisque tout est agrégé. Peux-tu nous expliquer justement quelle est la différence entre une infra traditionnelle et une infra hyper convergée? Alors avant, et ça quand je dis avant, c'était pas il y a Maintenant, longtemps, ça existe encore. bien sûr. Tous les administrateurs, les techniciens, etc. me comprendront quand je vous dis que c'est très dangereux de mettre un serveur rack dans un rack. On risque nos doigts, on risque nos mains même, et se s'emmêler dans les câbles, etc. Donc actuellement, l'infrastructure traditionnelle se comporte toujours un espace de stockage, du réseau, si on a un SAN, d'un réseau dédié au stockage, qu'on appelle le storage fabric, les hyperviseurs pour contrôler et les serveurs donc, qui sont regroupés dans les MISC appliances, parce qu'à serveur, on peut avoir des serveurs tout simplement de fichiers, des serveurs de SQL, des serveurs, des appliances de sécurité, etc. Et bien sûr, pour réunir tout ça, il faut encore des switches. Donc, c'est quand même pas mal de matériel pour gérer une infrastructure qui, pour évoluer, demandait énormément d'efforts, parce que ça peut quand même quelques dizaines de kilos, et d'argent, puisque ça coûtait énormément. Chaque appliance, chaque matériel coûte très cher. Donc, pour simplifier et pour alléger toute cette infrastructure physique, on a clusterisé
Et puis, on allait plus loin que le cluster, on allait vers l'hyperconvergé. Donc, le cluster, c'est convergé, et l'hyperconvergence, c'est du cluster, plus une petite couche supplémentaire qu'on appelle the magic of software. Donc, pour revenir cluster, ce sont plusieurs serveurs qu'on appelle donc des nœuds, des serveurs qui sont regroupés pour travailler ensemble. Donc là, si vous regardez bien le schéma, on a toute la partie hyperviseur, toute la partie storage fabric et storage SAN qui ont disparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les serveurs en eux-mêmes peuvent le faire et il ne reste plus qu'à les mettre en réseau via des switches de très haute performance, bien sûr, et leur rajouter des disques durs pour qu'ils puissent faire tout le reste grâce à ce qu'on appelle le software defined. On va passer pour voir ce que c'est que le convergé. Donc, l'hyperconvergé, le software defined, existe depuis quand même assez longtemps. L'idée de l'hyperconvergence est arrivée dans les années 2011, a été développée dans les années 2013, et Microsoft a sauté immédiatement sur cette technologie. Et dès 2016, a proposé une solution, ce qu'on appelle le Storage Space Direct, et le Software Defined Networking pour la virtualisation du réseau. On ajoute à cette technologie, ce qu'on appelle S2D aujourd'hui, l'hypervision, l'hyper-V, et on obtient de l'hyperconvergence. Donc, pour spécifier que du matériel accepte l'hyperconvergence, Microsoft a lancé un programme de certification du matériel et chaque constructeur peut faire certifier son matériel et vous pouvez le voir sur le site, sur le lien qu'on vient de vous montrer. Donc ici aussi, Windows Admin Center va jouer son rôle puisqu'il est capable de gérer les infrastructures hyperconvergées. Donc, on vient. Donc, juste pour revenir sur Windows Administration Center, vous l'avez compris, c'est une grosse révolution sur le slide que vous pouvez voir actuellement sur votre écran. Vous avez une vue unique en un seul coup d'œil de ce qui se passe sur votre cluster en termes de performance. Vous connaissez l'usage du CPU, vous connaissez l'usage de la mémoire, vous connaissez l'usage du storage, du stockage. Vous savez exactement combien de machines virtuelles tournent en ce moment sur votre cluster, combien s'interposent, combien sont off, les actions à mener sur les différents volumes. Vous voyez qu'il y en a un qui est critique et l'autre qui est en warning. Donc, je peux mener une action corrective tout de suite en cliquant sur ces liens. Et puis, pour résumer, comme l'a très bien expliqué, les avantages d'HCI par rapport à une infrastructure traditionnelle, bien évidemment, vous l'avez compris, sont des solutions beaucoup moins encombrantes, beaucoup plus performantes et qui permettent justement de virtualiser, comme l'a bien expliqué Timothée, à la fois le stockage et le réseau pour proposer des solutions beaucoup plus évolutives à nos clients. Vous le savez, aujourd'hui, un serveur SAN fonctionne par palier. Donc, forcément, quand on veut rajouter du SAN, ça coûte forcément cher, ça coûte forcément un bras. Donc, ce n'est pas forcément super évolutif, contrairement à une solution HCI qui va plus correspondre et fitter avec l'activité de vos clients. Est-ce qu'on va voir par la suite plus d'informations? Tu vas nous donner plus d'informations sur Windows Admin Center, je pense? Oui, donc Windows Admin Center, on est tous d'accord, en tout cas moi et Hervé, on est d'accord, c'est la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Windows Admin Center… Et une grosse cerise. C'est une pomme. Et en fait, Windows Admin Center est gratuit, c'est un outil. C'est une extension, c'est une appli à part entière, installable très facilement et très rapidement partout. Et sachez que ce n'est pas un jouet, parce que plus de 3 millions de serveurs sont administrés aujourd'hui via Admin Center. Ce qui est une preuve de robustesse quand même. Donc, avant, pour les administrateurs ou les techniciens, sur un serveur, on avait tout ça pour gérer service par service, fonctionnalité par sa fonctionnalité. Et même pour ajouter une fonctionnalité, on avait une fenêtre pour ajouter des fonctionnalités. Ça, c'est sur un Windows Server normal, avec User Interface intégré. Après, on a le Core, donc le serveur sans User Interface, sans UI, qui avait que la ligne de commande. Bon, pour gérer cela, il fallait connaître soit PowerShell, soit un minimum de lignes de commande MS-DOS,
pour pouvoir les gérer. LES-config, bon, ça, c'est assez complexe. Et on avait aussi la version client, Windows 10, qui regroupait ce qu'on appelle les RSAT, pour les Remote Service, Remote System Administration, qui font exactement la même chose que sur un serveur. Mais ils n'y étaient pas tous. Donc, c'était un peu hétérogène, un peu compliqué. Il fallait quand même beaucoup de connaissances dans tous les domaines pour pouvoir gérer ne serait-ce qu'un serveur. Aujourd'hui, avec Windows Admin Center, graphiquement, sans connaître une ligne de code, on est capable de gérer quand même pas mal de choses. Donc, on peut confier à un administrateur débutant des tâches de surveillance, etc., avec des droits just in time, just enough, et qui permettra à cet administrateur de faire le strict minimum sur les serveurs et tous les serveurs sur lesquels il aura droit grâce à la même plateforme sous format web, puisqu'on accède grâce à un navigateur web, simplement, et de n'importe où surtout. Alors, le déploiement léger et rapide, comme je vous le disais, parce que Windows Admin Center est un exécutable qui fait à environ 60 mégas. Je l'ai installé encore ce matin en 5 minutes à peine, le temps de il peut gérer donc via des commandes PowerShell ou WMI sur du WinRM, bon, ce qui permet à Windows Admin Center d'interagir avec les serveurs. C'est le protocole de communication entre lui et les serveurs. Et on peut y accéder à ce Windows Admin Center de n'importe où, puisque c'est une application web, comme tout Internet. Et il ne suffit plus que d'un DNS, d'un nom de domaine, on va dire, pour pouvoir y accéder via un nom de domaine, un FQDN, qu'on appelle, Full Qualified Domain, pour y accéder de n'importe où dans le monde, dès lors qu'on y a accès. Voilà. Il faut savoir que Windows Admin Center est capable de gérer dans la partie serveur et PC, vous aurez toutes les fonctionnalités serveur et PC. Le serveur pour Windows Server, bien sûr, et PC parce qu'il gère tous les Windows 10 aussi. Pour gérer un Windows Server antérieur, il faudra ajouter, bien sûr, des extensions. Il sait aussi créer et gérer des clusters failover. Cluster failover, c'est au moins 2 serveurs qui sont reliés et au cas où l'un tombe, l'autre prend le relais. Et bien sûr, puisqu'il sait faire ça, c'est aussi gérer les clusters hyper convergés en gérant tous les lecteurs existants, les serveurs existants, les machines sur lesquelles qu'on a déployé sur cette infrastructure hyper convergée, le réseau et bien sûr tous les volumes puisqu'il gère les. Moi, j'ai ajouté un petit encart marqué Insights à l'intérieur parce qu'à l'époque de cette slide, ça ne marche pas. Il faut savoir que Windows Admin Center a un cycle de développement de 6 mois. Donc, tous les 6 mois, vous aurez des nouvelles fonctionnalités. Moi, ma préférée en tant qu'administrateur, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est capable, System Insight est non seulement un outil de monitoring, puisqu'il va analyser, ici on analyse le stockage, il va analyser les stockages existants, il va, avec un peu d'intelligence artificielle et de machine learning, exploiter ces données pour en faire un forecast, et imaginer que dans 3 jours, avec cette consommation, la consommation actuelle, le système risque d'être, l'espace disque risque d'être insuffisant. Donc là, il y a marqué 3 jours. C'est-à-dire que j'ai 3 jours avant que la panne ne survienne pour réparer la panne qui n'existe pas encore. La qualité audio n'est pas top. Ouais, parce qu'on vient d'avoir le message. J'espère que. Est-ce que vous voulez que je redise ce qu'il faut dire ? Ça vient peut-être de la connexion que de notre micro. Ça devrait être mieux maintenant. Faut-il que je répète ? C'est mieux. Ouais, c'est vrai que même moi, on t'entend mal, David, en fait. Ah bon ? Ouais, c'est Voilà, assuré. c'est mieux. Ouais, ça grésille un peu. Bon, j'espère que vous avez pu tous entendre l'idée, hein, et je vais résumer parce que c'est vrai qu'on va prendre un peu de retard. Vous l'avez compris, Windows Administration Center. Déjà, c'est une solution gratuite que vous pouvez d'ores et déjà télécharger. On vous donnera bien évidemment toute l'adresse sur les slides qu'on partagera via TechData.
C'est utilisable sur Windows Server 2016 et 2019. C'est complètement gratuit. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, encore une fois, le télécharger. Et ça permet en un seul coup d'œil d'avoir une visibilité sur l'ensemble des opérations qui se passent sur votre infrastructure. L'avantage, vous l'avez compris, et ça, c'est véritablement le message le plus important que donne Microsoft, c'est de faire gagner du temps à nos utilisateurs. Vous le savez, aujourd'hui, gérer un réseau, c'est de plus en plus complexe. On doit lancer une vingtaine d'applications qui sont parfois ont des informations différentes. Donc, c'est difficile pour un administrateur réseau de trouver forcément la panne, de pouvoir la réparer immédiatement. Avec Windows Administrator, on facilite le travail des administrateurs IT en leur proposant justement un système qui est évolutif. Et c'est là où je laisse encore une fois la main à Timothée pour nous expliquer ça. Alors, je commence par évolutif et je vais faire vite. Évolutif parce que Windows Administrator n'est pas, comme je disais, bloqué. Il est capable d'assigner de nouvelles fonctionnalités grâce à des extensions. Et les extensions, tout le monde peut les bloquer. Une fois qu'elles sont certifiées par Microsoft et déposées dans le repository de Microsoft, en fait, elle est intégrée à Windows Administrator. Et tous les administrateurs qui ont Admin Center sont capables d'aller chercher cette nouvelle extension pour l'intégrer à leur système, très simplement via les extensions. Adaptable aussi, parce que les extensions, ça permet bien sûr à n'importe qui de créer de nouvelles extensions, mais surtout aux constructeurs pour créer des extensions à Windows Center compatibles avec leur propre matériel. C'est-à-dire que là, on a des exemples comme Dell, comme Fujitsu, comme HP, comme Lenovo, qui sont capables de créer des mini-programmes, des extensions intégrables directement dans Windows Admin Center et par Windows Admin Center pour contrôler les serveurs non seulement logiciellement, mais aller directement dans le matériel, de leur propre matériel, ne serait-ce que pour aller regarder ce qu'il y a dans le BIOS. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça sur une solution logicielle telle que Windows. Et même sous Linux, je ne pense pas que cette solution existait d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment. C'est révolutionnaire. Ça, c'est révolutionnaire. Pour résumer, ça veut dire que toutes les consoles d'administration gérées par nos constructeurs sont directement intégrées à Windows Administration Center d'une manière transparente pour l'utilisateur. Et le constructeur a un gain énorme en déploiement et en support, puisque pour déployer avant une mise à jour de firmware, il fallait qu'on passe toujours avec la clé USB, qu'on branche la clé USB sur le serveur, qu'on relance le serveur, qu'on donne BIOS, qu'on mette à jour, qu'on éteigne, qu'on relance. Ouf, là, compliqué la vie d'admin. Là, on regarde tout simplement si l'extension existe, on l'installe, et à partir de là, Windows Admin Center est capable d'aller dans le BIOS pour savoir s'il est à jour ou pas, et sinon, le mettre à jour sans rien éteindre. Et bien sûr, s'il faut redémarrer le serveur, là, c'est obligatoire. Mais bon, ça allège quand même beaucoup la tâche. Sur la partie HCI. Et donc, pour revenir à la partie HCI, aujourd'hui, Windows Administrator est capable de gérer bien sûr tout ce qui est cluster, donc est aussi capable de créer les clusters hyperconvergés directement avec la plateforme, dès lors que les serveurs, bien sûr, sont préinstallés pour l'hyperconvergence. Et vous pouvez voir que là, tous les clusters sont disponibles via Windows Administrator. Donc, solution HCI, on revient là-dessus, parce qu'il ne faut pas confondre, il y a trois piliers. Le premier, c'est pour renouveler le matériel. L'autre, pour consolider une infrastructure. Et bien sûr, pour se connecter à Azure. Sachez qu'il y a 4. Oui, en fait, ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est que moi j'ai commencé à parler d'hyperconvergence il y a à peu près 2 ans maintenant, et c'est vrai que les tickets d'entrée pour ce genre de solution étaient forcément des tickets d'entrée plutôt destinés pour les grandes entreprises, parce que sur un 2-3 nœuds, je sais qu'on avait des tickets d'entrée à l'époque qui étaient aux alentours de 50 000 euros. Donc forcément, ça nécessite un investissement important, mais pour l'entreprise, par la suite, ça permet de mieux évoluer avec l'entreprise. Aujourd'hui, on arrive sur des solutions à un ticket d'entrée pour 2 nœuds, si je ne m'abuse, Timothée, tu me corriges si je me trompe, aux alentours de 20 000 euros. Même pas. Donc ça redescend de plus en plus sur le marché des PME-PMI, donc c'est véritablement important de pouvoir aussi parler de ces solutions à certaines PME-PMI parce qu'elles vont en tirer un avantage véritablement très important. Cette stat montre que 54% des entreprises prévoient d'investir dans des infrastructures hyperconvergées dans les 6 à 12 mois qui suivent, que le marché de l'hyperconvergence est en constante croissance. Donc véritablement, chers vendeurs, sachez-le, c'est aussi une énorme opportunité business. D'en parler déjà à vos clients, de les sensibiliser sur tous les avantages que peut avoir ce type d'infrastructure, vous fera gagner du temps et en termes de management, mais aussi en termes tout simplement de revenus. Ça va vous faire gagner aussi de l'argent parce que le management sera aussi beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus, j'allais dire, helpful grâce aux outils comme Windows Admin Center. Donc, juste pour résumer, ce qu'est Windows Admin Center et ce qu'est l'hyperconvergence. Donc, l'hyperconvergence, c'est bien évidemment Hyper-V, SDS, Software Defined Storage, donc la virtualisation du stockage, et Software Defined Network, la virtualisation du stockage du réseau. Merci Timothée. À ceci s'ajoute Windows Administration Center qui va chapeauter l'ensemble et superviser l'ensemble. On finit par, bien évidemment, du matériel validé par Microsoft, donc tout ce qu'on appelle les serveurs x86 qui sont disponibles chez l'ensemble de nos constructeurs. Et puis, pour vous expliquer les différences, parce que c'est parfois un peu confusant entre Azure, Azure Stack et Azure Stack HCI, Azure et Azure Stack bénéficient du portail Azure pour la gestion, tandis que Azure Stack HCI est une solution on-prem et qui nativement peut se connecter au cloud de Microsoft. Enfin, et pour résumer bien la situation sur les infrastructures hyperconvergées, donc, des outils de recovery, de backup, de synchronisation de fichiers, de management, de monitoring et de sécurité associés à Windows Admin Center, les différents Hyper-V, SDS et SDN, et les offres de nos amis constructeurs. Juste par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer justement aussi l'avantage pour un administrateur, comment il va mieux gérer son réseau via ce type de notification? En fait, les services Azure sont très pratiques parce qu'ils sont connectés directement sur le cloud. Et donc, Azure Monitor, pourquoi on prend cet exemple? Parce que c'est très pratique pour un administrateur. Avant, la notification arrivait tout azimut sur tout et sur n'importe quoi. Dès lors que le système
semble être défaillant, on avait une notification. Ici, la granularité de Azure Monitor est telle qu'on peut savoir sur un système hyper convergé quel disque dysfonctionne et on n'aura que l'avertissement sur ce disque. Et donc, comme c'est un système hyper convergé, on sait qu'on a un peu de temps pour le changer. Nous sommes juste avertis. Merci Timothée. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment connecté. Ça permet véritablement de répondre à vos besoins en termes d'administrateur IT. Et je vois qu'on a peut-être des questions. Donc, on va tout de suite regarder tout de suite sur le chat. Alors, OK. Oui, vous recevrez bien évidemment cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, posez-les-nous maintenant, puisqu'on va bientôt finaliser cette présentation. Oui, alors Christelle a levé la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la liste des participants et je vais donner tout simplement la main à Christelle. Bien évidemment, si je la trouve. Voilà, Christelle, permet de parler. Vous avez la parole. Je voulais savoir, quid de Remote Desktop pour prendre la main sur les serveurs? Il y a des améliorations, des changements? En fait, la partie Remote Desktop est à peu près la même. Il y a vraiment la vraie seule différence, c'est la sécurisation du protocole. Parce que, bien sûr, vous savez que le Remote Desktop a une version NTLM et donc très facilement piratable. Et d'ailleurs, c'est une faille hein, dans les Windows reconnue et on se fait toujours attaquer. Pour ceux qui ont du Windows 2012 même, ils sont toujours attaqués. Et dès lors que, je crois que c'est depuis 2016, oui, je pense que c'est depuis 2016, vous avez la possibilité avec la nouvelle fonctionnalité de Remote Desktop de n'accepter que les connexions via un client sécurisé. Et donc, forcément, Windows Server 2009 et 2016 sont de cette génération. Pour pouvoir y accéder, je crois qu'ils font le même niveau de client pour pouvoir accéder à ces serveurs, au serveur RDS ou un client, un autre. D'accord. Et toujours sur Remote Desktop, il n'est toujours pas possible, c'était toujours un driver pour la partie vidéo, un driver propriétaire, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser des applications, des cartes graphiques dédiées pour les applications DAO, CAO, il n'y a rien de tel. Si, je crois que alors, là, c'est assez spécifique, mais en fait, c'est pour le DVI. On est capable aujourd'hui de jouer des machines, sur des machines distantes munies de cartes graphiques très poussées. On est capable de profiter des caractéristiques de la carte. D'accord, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Non. Actuellement, le DVI, là, sur ce sujet-là, oui, il y a eu un gros progrès. Mais ce n'est pas lié au client lui-même. C'est lié à la technologie de DVI et d'hyperviseur, mais c'est l'hyperviseur qui a évolué sur ce niveau. Alors, je vois qu'on a une autre question et réponse. Bonjour. Est-ce qu'il y a une nécessité de crypter les données qui vont vers le cloud avec une solution tierce, une question de x0? En fait, c'est crypté nativement. Hein. On n'a pas besoin de crypter, puisque pour accéder à Azure, déjà, c'est du HTTPS, même si on y va via un navigateur. Et tous les flux qui passent sont nativement cryptés. Merci. J'espère qu'on a pu répondre à votre question, Fouad. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, pas de questions. Donc oui, j'avais une question sur les différentes licences serveurs. Donc on va tout de suite… Alors, pardon, il y a une autre question. Comment accède-t-on à l'interface Admin Center? Donc en fait, on va tout vous expliquer tout de suite après la présentation des différentes versions de Windows Server. On vous mettra le lien vers cette présentation. Vous avez les liens pour télécharger Windows Administration Center dans cette présentation et on va vous montrer comment pouvoir la télécharger rapidement. Ok, oui, c'était devant vous. Ok, pas d'intégration Azure pour la version essentielle. Non, l'essentiel n'est pas… Voilà, on va détailler un peu les différentes licences. Hein. Aujourd'hui, vous avez 3 licences. Windows Server Essentiel, une solution prête à l'emploi qui inclut 25 cales utilisateurs ou 50 cales device. Donc, les cales sont incluses.
pour faire du serveur d'impression, du serveur de fichiers. On a ensuite la version standard qui là va permettre de faire de l'hybridation, j'allais dire de base, mais ce n'est pas vraiment le bon terme, et de pouvoir gérer 2 machines virtuelles par licence. Ensuite, Data Center. Data Center va vous permettre de faire du cluster, de la haute disponibilité, de l'Azure AD, de l'hybride complexe. Les VM sont cette fois illimités et on va pouvoir gérer HCI uniquement à partir de Data Center. Donc, grosso modo, pour résumer, les questions à poser à vos clients pour savoir si c'est plutôt du standard ou du Data Center. 1, est-ce que vous faites de l'HCI? Si oui, c'est forcément du Data Center. Et ensuite, c'est le nombre de VM. Si votre entreprise, si votre client a moins de, je veux dire, 10 VM, mais sans évolution possible, eh bien, dans ce cas, économiquement, c'est plus intéressant de rester sur du standard. S'il a plus de 10 VM, eh bien, dans ce cas, économiquement, c'est plus intéressant de passer sur du data center. Après, en ce qui concerne, on reste sur le même règle de licensing par corps, donc un minimum de 8 cœurs doit être licencié par CPU et un minimum de 16 cœurs doit être licencié par serveur. Les extensions sont disponibles par pack de 2 ou de 16. Sachez-le, mais on reviendra vers vous. Je pense ce mois-ci, on a mis en place un configurateur serveur pour vous aider justement à choisir la bonne licence avec le bon nombre de cœurs, le bon nombre de cales, puisque forcément, vous le savez, il faut associer les cales, device ou utilisateur à standard et à data center. Bien évidemment, ça augmente votre revenu et ça permet d'attacher les solutions nécessaires et de faire en sorte que chaque utilisateur puisse avoir accès au serveur et les cales RDS qui vous permettent d'avoir accès à votre serveur à distance. La licence ROG, bon, vous la connaissez, c'est la licence qui est disponible auprès de nos constructeurs, donc HP, Lenovo, Dell, Fujitsu. L'avantage quand vous achetez une licence ROG, c'est que vous allez aussi cumuler les incentives que vous avez auprès des constructeurs. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Ce dont j'aimerais vous parler là rapidement, donc pour retrouver l'ensemble de cette présentation, des informations sur Windows Administration Center, des fichiers de formation, je vous conseille de vous enregistrer donc sur le Partner Club. N'hésitez pas à scanner le QR code tout de suite, de vous y inscrire. Je vais vous montrer exactement à quoi. Bon, alors, attendez, je vais juste. C'est Crystal. Oui, exactement. Donc, ça y est, je l'ai muté. Pardonnez-moi pour ce mute intempestif. Mais sur le club des partenaires Microsoft, Partner Club, qui est un nouvel outil Microsoft, l'idée, c'est de ne pas vous embêter avec, bien évidemment, vous savez que Microsoft, on a plein de sites web, plein d'outils. L'idée, c'est de centraliser pour vous le meilleur des informations Microsoft sur un même espace, un hub qui va centraliser le meilleur des informations Microsoft. Le Partner Club est associé à une page LinkedIn, c'est-à-dire que si vous avez des besoins en termes de fichiers de formation, d'outils marketing, d'outils d'aide à la vente, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via LinkedIn et on se fera un plaisir de l'uploader directement sur le Partner Club. Je vais juste vous montrer à quoi cela ressemble au niveau live. En fait, là, vous allez directement sur le Partner Club, vous allez dans les outils d'aide à la vente. Vous voyez que vous avez les 5 lobes principaux, en tous les cas, qui correspondent à votre activité de revendeur, Windows 10 Pro, Office, Serveur, Azure, Éducation. Le Partner Club est sorti il y a à peine 2 à 3 semaines de cela. J'en suis complètement le owner, donc c'est moi qui le manage complètement au niveau local. Et quand vous allez dans la partie Windows Server, dans Consulter, dans les outils de formation, vous allez retrouver le deck de formation que l'on vous a présenté aujourd'hui, donc le webinar Grossis Windows Server 2019, mars 2020. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Partner Club, de télécharger cette présentation, et de pouvoir l'utiliser pour télécharger aussi les différents liens pour Windows Administration Center. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire et vous aurez toutes les informations nécessaires pour avoir les dernières informations sur Microsoft. Est-ce que vous avez des questions? Celle-ci, on vient d'y répondre, donc ça c'est bon. Pour revenir à la question de Windows Essentiel, en fait, Windows Essentiel est capable d'aller sur Azure via des connecteurs.
quand même. Ce n'est pas complètement fermé. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je regarde tout de suite. Apparemment, pas de questions en particulier. Bien, écoutez, n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur le Partner Club. Sachez-le, mais on lance un jeu concours sur le Partner Club. Donc, n'hésitez pas aussi à vous y inscrire pour participer à ce jeu concours. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement vous inscrire sur le Partner Club, passer ce qu'on appelle une accréditation Modern Workplace, donc qui va reprendre soit Office, soit Windows, soit Server, soit Éducation, soit Azure. Et vous serez directement éligible pour gagner un ordinateur portable Acer, un PC moderne d'une valeur de environ 990 €, je pense, pour le TravelMate, ainsi que des licences Office 2019, famille et petites entreprises d'une valeur de 250 €, un an d'abonnement Office 365 et bien d'autres cadeaux. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je vous remercie en tous les cas pour le temps que vous nous avez accordé ce matin à Timothée et à moi. On a été ravis encore une fois de faire ce webinaire avec TechData. Merci à TechData de l'avoir encore une fois si gentiment organisé. N'hésitez pas encore une fois à vous inscrire sur le Partner Club. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On reste à votre disposition. En attendant, on vous souhaite une excellente journée, un bon business et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci Hervé, au revoir. Ah. Est-ce qu'on a des questions?